Ici, je peux m'exercer en tirant sur des monstres. Mais il n'y a pas que des monstres, souvent ce sont des représentations réalistes d'êtres humains. Les militaires et les forces de l'ordre sont outrés quand ils voient que les mêmes aptitudes et les mêmes réflexes conditionnés sont enseignés sans précaution aux enfants. Depuis l'arrivée de la télévision dans les pays occidentaux, le nombre de crimes violents a fortement augmenté. Le taux de criminalité augmente dramatiquement depuis la généralisation de la télévision en 1960. Entre 1950 et 1960, pas de changement. Seule une personne sur 1000 était victime d'un crime chaque année. Mais après l'introduction massive de la télévision, ce taux a bondi jusqu'à 8 pour 1000. Le nombre de crimes a été multiplié par 8. Nader ? En une génération, la télévision s'est installée dans tous les foyers. En France, un enfant passe en moyenne plus de 3 heures par jour devant le petit écran. Omniprésente, fascinante et familière, la télévision a bouleversé les comportements. Insensiblement, elle a changé nos vies. Pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est sûrement un gros nuage. Je crois que c'est tout pour les cadeaux. Oh, doucement, arrête. On parle moins hein, quand il y a la télé. Hein. Et voilà, ma chérie. Joyeux anniversaire. C'est ça la société de maintenant. Hein. Quand il y a la télé, on n'a pas de contact. Hein. Pas beaucoup de contact. Laissez, j'y vais. Non, mais j'ai réfléchi, je vous propose un petit collier pour aller avec ces vêtements. Ça, c'est une grande et belle idée. J'allume la télé parce que je sais que je ne le fais pas, ils vont le faire à ma place. Ils sont pressés de rentrer à la maison pour voir leur émission de midi. Donc si je ne mets pas la télé ici, on ne pourra pas manger ensemble. Donc ils vont manger assez rapidement, ils vont aller devant la télé et après ils vont partir à l'école. Je préfère mettre la télé ici et de les voir pendant 10 minutes, un quart d'heure avec moi. Ça ne tient pas à moi que vous restiez mariés, mais à elle. Vous pourriez vous retirer de la compétition. On est tout le temps pratiquement dessus. Si on calcule les heures qu'on est dessus, ça fait beaucoup. Par semaine, le matin 1 heure, le midi 1 heure, et le soir 3 heures. Ça fait... 3 heures, tu comptes 3 heures toi? Ouais. T'arrives à 6 heures, tu regardes la télé, à 7 heures, t'as fini. 8 heures. Il est là jusqu'à la télé, jusqu'à bon, 10 heures lui, des fois le soir. Donc ça fait 6 heures. Attention, trop regarder la télévision rendrait violent. C'est l'hypothèse de Jeffrey Johnson, chercheur à l'Université Columbia après une enquête menée depuis 25 ans auprès de 700 enfants. Publiée en 2002, l'étude de la Columbia établit un lien entre le temps passé devant la télévision et le développement de l'agressivité. Si on prend les adolescents qui passent moins d'1 heure par jour devant la télévision quand ils ont en moyenne 14 ans, une fois devenus adultes, moins de 6% d'entre eux commettent un acte violent, un crime ou une agression ayant causé des blessures. En comparaison, pour ceux qui regardent la télévision entre 1 à 3 heures par jour, le taux est de 18,4%. Et chez ceux qui passent 3 heures ou plus par jour, le taux est de 25,3%. Donc, si l'on compare les individus qui passent moins d'1 heure par jour devant la télévision avec ceux qui la regardent plus de 3 heures, ceux qui dépassent les 3 heures ont 5 fois plus de chances de commettre un acte violent que ceux qui regardent moins d'1 heure. 5 fois plus. L'effet est très marqué. Quand je discute avec des collègues, personne ne trouve que cette corrélation est absurde.
Pour tous, c'est évident. La télé rend plus agressif. Et je pense que la raison est que la télévision américaine est pleine de violence. En fait, aux États-Unis, plus de la moitié des programmes contiennent de la violence. Voici un exemple de la dose d'images violentes que reçoit en une seule journée un enfant américain. Sorry for the wait. Aujourd'hui, aux États-Unis, un téléspectateur de 12 ans a déjà assisté à 8000 meurtres et plus de 100 000 actes violents. Cette déferlante mobilise la recherche scientifique sur une question essentielle posée par l'étude de la Columbia. Quelle est la réalité du lien entre cette exposition sans précédent aux images violentes et les comportements agressifs? Ce lien que l'étude de la Columbia constate sans l'expliquer, le professeur John Murray l'aborde d'un point de vue physiologique. Spécialiste du développement de l'enfant, il est le premier à s'intéresser aux effets sur le cerveau de l'exposition aux images violentes. Pour mesurer ces effets, il a conduit une expérience originale. Son idée, observer l'activité cérébrale d'enfants soumis à des images violentes. Il a sélectionné un échantillon de filles et de garçons âgés de 8 à 12 ans qu'il a immobilisés dans des caissons à résonance magnétique. Puis, sur un écran placé au-dessus d'eux, il projette plusieurs séquences, dont des extraits du film Rocky IV. Grâce au procédé de l'imagerie à résonance magnétique, le professeur Murray a alors pu localiser quelles parties du cerveau sont activées quand ces enfants regardent des images violentes. C'est une zone qui se trouve à l'arrière du cerveau et que l'on appelle le postérieur cingulate. C'est par ici, à l'arrière du cortex. Et on ne s'attendait pas à ce que cette zone soit ainsi autant activée chez ces enfants. Quand on a vu cela, nous étions choqués. Parce que c'est dans cette zone du cerveau que s'impriment les chocs traumatiques les plus terribles, comme par exemple chez les femmes violées, ou chez les personnes agressées, ou lors d'une guerre, ou bien encore d'un grave accident. Nous savons que la mémoire du choc traumatique est stockée dans le postérieur cingulate. C'est effrayant de constater que cette zone est activée quand des enfants sont soumis à des images violentes. Cela veut dire qu'ils emmagasinent cette violence dans une zone réservée à la mémoire traumatique ou à la mémoire de choses marquantes qu'on veut oublier rapidement, mais qu'on doit pouvoir se remémorer tout aussi rapidement. Nous savons déjà, d'après d'autres recherches, que les enfants qui regardent le plus de violence sont les enfants les plus susceptibles de développer des comportements agressifs et de répondre par la violence quand ils se sentent frustrés. Cette étude commence à nous expliquer pourquoi ils font cela. Ils ont imprimé des scénarios violents dans une partie du cerveau où il est facile de les réactiver. Et quand quelqu'un les bouscule, ils réagissent rapidement, selon cette mémoire la plus facile à réactiver, et ils répondent par l'agression. Donc l'un des effets des images violentes est la désensibilisation. Cela conduit à penser qu'il est normal d'être violent, qu'il est normal de réagir par l'agression quand on se sent agressé ou quand on est insulté. Il paraît normal de répondre ainsi à toutes les sortes de provocations. C'est triste, parce que si nous faisions tous cela, et on le fait tout le temps en fait, cela nous promet à tous un avenir bien difficile. Rien qu'aux États-Unis, plus de 20 000 études explorent le lien entre télévision et violence.
Une expérience conduite auprès de tout jeunes enfants va dans le sens de l'étude de la Columbia. Elle semble mettre en évidence un phénomène troublant, l'imitation. On the first day, we had the kids watch Barney. Hey, everybody! The popular public television program with the big purple dinosaur. Are you ready for the next letter? The target 2 to 5 age group is drawn in near completely. They sing the songs. We found them literally marching to the beat of this drummer. On day 2, it's the Power Rangers. The popular teeny bopper superheroes doing good by beating the living daylights out of anyone doing bad. Starts out calm, even scaring some of the kids into the corner at first. But within minutes, it's become something else altogether. You might expect kids to act differently, given these two shows, but would you really expect this? You're gonna hurt each other. You better watch what you're doing. Oh my goodness. Well, can you understand that the children can immerse themselves in a culture of violence? They play the violent video game 18 hours a day. They listen to the toxic, violent music. They play the violent movie 20 times and they watch the movie over and over and over again. Pour Dave Grossman, l'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Ce psychologue militaire multiplie conférences, séminaires de formation et pamphlets accusateurs. La lutte contre la violence dans les médias est pour lui une croisade. And they immerse themselves in a culture of violence. They create a cultural bubble around themselves and they convince themselves that their school massacre, their workplace massacre is a good thing. Can you understand that? Because we know that's what's happening. Lieutenant-colonel de l'armée américaine, Dave Grossman a longtemps enseigné l'art de tuer à des milliers de soldats. Une expérience vécue de la violence militaire qui l'amène aujourd'hui à dénoncer la violence des images. Plus que la télévision, son ennemi numéro 1 est le jeu vidéo. J'ai appris peu à peu que les techniques que l'armée utilise pour apprendre à tuer sont transmises sans précaution aux enfants. D'abord, je ne voulais pas le croire, car cela voulait dire que ce que j'ai fait avec mes propres enfants était une erreur. Je suis le genre de gars qui aime les jeux vidéo violents et j'y jouais avec mes enfants. Mais plus vous observez les faits, plus vous réalisez que ce que vous faites est nocif et que vous ne devriez pas le faire. La thèse du colonel Grossman va bien au-delà de l'étude de la Columbia. Pour lui, les jeux vidéo apprennent à tuer. En analysant les mécanismes psychologiques qui poussent un soldat à tuer, le colonel Grossman établit un parallèle entre jeux vidéo et techniques d'entraînement militaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons constaté qu'une majorité de nos soldats ne tiraient pas une fois en situation de combat. La raison est qu'ils n'étaient entraînés à tirer que sur des cibles en carton. Et quand vous êtes dans un vrai combat, eh bien que se passe-t-il? Vous avez en face de vous une vraie personne avec un visage, des mains, des habits. Et du coup, ce que nous avons fait, c'est de fabriquer des cibles plus réalistes avec des photos. Nous avons ainsi commencé à créer un simulateur. Nous simulons le combat. Et si vous avez un simulateur de vol, ce qui vous importe, c'est la fidélité du simulateur, son réalisme. Savez-vous que nous pouvons faire tirer quelqu'un d'une manière quasi automatique? Que nous pouvons, grâce à l'entraînement, en faire une sorte de pilote automatique? Dans la police, nous savons bien que les jeux vidéo agissent de cette même manière sur les enfants. Comment? Grâce à une représentation toujours plus réaliste des êtres humains. La clé de l'industrie des jeux vidéo est le réalisme. Si les simulateurs de vol sont de plus en plus réalistes, chaque année, vous en concluez qu'ils apprennent à mieux voler. Si ce sont les simulateurs de meurtre qui deviennent toujours plus réalistes, alors que vous enseignent-ils?
Ici, je peux m'exercer en tirant sur des monstres. Mais il n'y a pas que des monstres, souvent ce sont des représentations réalistes d'êtres humains. L'armée et la police utilisent des simulateurs semblables à ces jeux. Ces machines-là vous apprennent à tuer. Elles exercent vos capacités. Est-ce vraiment cela que nous voulons enseigner à nos enfants sans discipline ni garde-fous? Non, pas du tout. Les militaires et les forces de l'ordre sont outrés quand ils voient que les mêmes aptitudes et les mêmes réflexes conditionnés sont enseignés sans précaution aux enfants. Ils ne tirent pas sur des cibles, mais sur des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on apprend à tuer, par un entraînement militaire. C'est vêtu d'une tenue de camouflage que les deux garçons armés jusqu'aux dents ont vidé tous leurs chargeurs sur les enfants de cette école de Jonesboro, jusqu'à présent sans histoire. Le porte-parole de la police d'État a déclaré que rien de semblable n'était jamais arrivé dans l'Arkansas. Cette tuerie sanglante, survenue à quelques kilomètres de chez lui, est venue conforter le colonel Grossman dans sa thèse. Car les deux meurtriers, âgés de 11 et 13 ans, étaient de fanatiques amateurs de jeux vidéo. Ils ont d'abord tué le professeur, ensuite la fille qui avait énervé l'un d'eux. Et puis ils ont continué à tirer. Ils ont touché 15 personnes au total, tirant jusqu'à ce que leur arme se vide. Après le drame, la mère d'un des garçons lui a donné les noms des gens qu'il avait tués. Son fils a commencé à pleurer et il a dit « Ce sont mes amis ». Il n'avait aucune idée de qui il avait tué. Il était comme en pilotage automatique, essayant d'obtenir le meilleur score. Tout ça car nous permettons à nos enfants de s'entraîner à tuer tous les êtres vivants en face d'eux aussi vite qu'ils peuvent. Une succession de faits divers sanglants semble accréditer l'hypothèse de l'étude de la Columbia. Pourtant, la relation de cause à effet entre la consommation d'images et la violence juvénile n'a jamais été démontrée. Si les chercheurs admettent tous l'impact des images violentes, aucun n'a prouvé qu'elles provoquent le passage à l'acte. En psychologie, d'une façon générale, on a étudié comment les enfants apprennent à agresser. Et en faisant ces études de description du comportement des enfants, on a réalisé que plutôt que d'apprendre à agresser, les enfants apprennent à ne pas agresser. Alors, c'est un peu comme la marche et la course. On n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à se lever, à marcher et à courir. Les parents d'enfants de 1 an et demi, 2 ans disent « ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas ». Et de la même façon, on dit aux enfants « ne tape pas, ne bouscule pas ton frère, ta sœur ». Et donc, très tôt, il y a une pression de l'environnement pour que l'enfant apprenne à ne pas utiliser l'agression physique. Remember, here are the kids with Barney, and here are the kids with the Power Rangers. Ça m'apparaît peu probable que la télé ait une influence sur le développement de l'agressivité chez la majorité des enfants, puisque plus ils vieillissent, moins ils agressent. Sauf chez un certain nombre d'enfants, les enfants qui ont des problèmes importants d'agression physique risquent d'être alimentés dans cette tendance-là en regardant beaucoup la télévision à contenu agressif. Et cette association n'est probablement pas une association, la télé cause l'agression, mais plutôt le fait d'aimer agresser ou le fait d'avoir tendance à agresser m'amène à m'alimenter de ces choses à la télévision. Consommer de la violence ne rend donc pas forcément agressif. Mais la profusion d'images violentes immerge toute une génération dans un environnement inédit.
Un univers dans lequel une mère de famille manque parfois de repères. Tout ce qui est agressif, ils aiment ça. Hein. Ils aiment bien regarder Wolf. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un homme qui s'est transféré. Il a été renversé par une voiture et après, il a été mordu par un loup-garou. Et que le soir, il vient mordre tout le monde. Ça, mes enfants adorent ça. Ça, ils sont prêts à le regarder au moins 1000 fois. C'est dégueulasse, à gerber. C'est des images qui me font dégueuler, ça. C'est une honte. Que font les parents des gosses, là, bon Dieu? C'est quoi? C'est la télé, les émissions ou les films violents comme ça fait qu'augmenter la violence qu'ils ont déjà à l'intérieur. Ça n'arrange pas les choses. Hein. C'est que s'il y a des problèmes en famille, il regarde lui aussi un film violent et il devient encore explosif. Ça, c'est une bombe à retardement. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'images qu'on considère à juste titre comme violentes sont des images dont la caractéristique principale est de malmener leurs téléspectateurs ou leurs spectateurs, notamment jeunes, leur faire perdre leurs repères, provoquer chez eux des émotions qui les déboussolent. Et à partir de là, évidemment, si ces enfants malmenés par les images ont des interlocuteurs pour reconstruire leurs repères, eh bien tout se passe bien. Mais s'ils n'ont pas d'interlocuteurs adultes et responsables, eh bien ils risquent de se reconstruire des repères à eux dans leur petit groupe d'une manière finalement un peu tordue, avec le risque qu'il y ait des comportements qui se développent en dehors des normes sociales. Mesdames, ça a été un plaisir. Non, vous n'allez pas nous laisser tout de même. Le reportage sur le suicide, il a commencé, je pense, vers 22h50 à peu près. Et son père, il s'est endormi, mais lui, il est resté réveillé. Donc, il a insisté à tout le reportage pendant 1h30 ou 2 heures de reportage de 23h jusqu'à minuit, minute 30. Il avait quel âge? Il avait 5 ans. Ça fait 2 ans. Il avait 5 ans. Le lendemain matin, il arrive à l'école, il raconte des histoires à dormir debout. Il va directement parler avec sa maîtresse. Tu sais que mon frère Nader, il voulait se suicider hier. Sa maîtresse, elle a dit, tu racontes pas d'histoire. Il a dit non. Il est monté sur le toit, il a ouvert la porte du grenier et il voulait sauter parce qu'il en avait marre de la vie. Et c'est mon papa qui l'a tenu par les pieds. Donc, peut-être il a vu le reportage, il a vu un gamin qui ressemblait un peu à son frère, il a mis le frère à sa place et il a imaginé un film complet. Donc, il a raconté vraiment une histoire et il a raconté, c'est la réalité, c'était vraiment la réalité pour lui. Hein. Je dirais que le plus perturbant aujourd'hui dans l'environnement audiovisuel, c'est pas le fait que les images soient violentes, c'est le fait que les parents ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction régulatrice, régulation émotionnelle, et puis régulation cognitive dans la compréhension, parce que les parents sont eux-mêmes effrayés par toutes les images violentes qu'ils voient. Je suis Claire Radfield, et donc là, je recherche mon frère. Et je suis dans la bordure de Raccoon City, une ville où il y avait le virus T, qui a contaminé plein de personnes, et qui les a fait revenir à la vie avec les... Voilà, maintenant ça fait 9 personnes que j'ai tuées. Et qui les a fait revenir à la vie avec les bases élémentaires, c'est-à-dire manger, quoi. Et ils s'entre-dévorent. Et maintenant, ça fait 12 personnes. 13 que j'ai tuées. Jouer à décapiter, à trucider ou à désintégrer. Plus encore que la télévision, les jeux vidéo creusent le fossé entre l'univers visuel des enfants et celui de leurs parents. Des parents inquiets par l'influence de la violence virtuelle sur le rapport à la réalité que développent leurs enfants. Ça en devient tellement énorme le jeu que ça devient rigolo, quoi. Si l'on peut faire un code pour avoir toutes les armes, et ça permet un code pour avoir la ville limitée, la code pour avoir un tank en plein milieu de la ville,
Et alors ça fait que ça devient rigolo quand on se met sur un toit et alors on s'amuse à tirer les gens au sniper qui passent dans la ville. S'il y a un code où on peut tuer, où tous les gens s'entretuent, il y a un code où tous les gens sont armés. Alors ça fait que du coup dans la rue tout le monde se bat et c'est rigolo à voir quoi, parce que c'est drôle de voir une vieille mémé de 90 ans porter un bazooka qui fait son poids et qui tire sur des jeunes, et avec le recul en plus quand elle tire elle s'explose contre le mur qui est derrière elle. Moi ça me fait rire de voir ça. Vous savez, les jeux vidéo ne produisent pas de confusion entre la réalité et la fiction. Un enfant qui doit, pour donner un coup de hache, appuyer sur la touche F2 et puis ensuite double-cliquer sur la touche gauche de la souris, il n'y a pas de risque pour qu'il confonde ce qu'il voit dans le jeu vidéo et la réalité. L'action est tellement différente de celle qui est accomplie dans la réalité. Mais en revanche, le risque, c'est qu'il ait une tension émotionnelle qui ensuite nuise à ses apprentissages scolaires ou même à ses relations avec des camarades. Et cette tension émotionnelle, elle n'est pas une fatalité. Elle peut être résolue s'il a un interlocuteur, et notamment un interlocuteur adulte. Oui, quand je vois les trucs, là, le machin, en Israël, en Palestine, que je vois des types qui... tous les jours, il y a des gars qui passent à la télé et qui se font applaudir parce qu'ils disent... alors qu'ils ont 5-6 ans, oui, quand je serai grand, je me minerai le ventre et comme ça je me ferai exploser pour être un martyr et aller vers Allah. Ouais, alors là je me dis, franchement les jeux vidéo c'est pas tellement violent finalement. Ok, on peut venir? Est-ce qu'on se prend une place ou on veut? Vous allez n'importe où, vous faites très attention aux fils puis aux câbles et aux télécommandes. Faites très très attention, parce qu'il y a beaucoup de fils partout. Ces adolescents canadiens sont des cobayes. Ils vont participer à une expérience menée par le professeur Guy Paquette. Ce spécialiste des médias s'interroge sur la perception des images violentes par les jeunes. Une perception profondément différente de celle des adultes et qu'il entend mesurer scientifiquement à l'aide de ces boîtiers reliés à son ordinateur. Aujourd'hui, on va vous demander d'évaluer, dans un film tout à l'heure, tous les cas où il y a de la violence physique. Tout ce que vous trouvez violent, il n'y a pas de définition meilleure qu'une autre. Nous, on n'a pas un système qui est relativement nouveau. Il y a très peu de gens qui ont ça au Canada, très peu de chercheurs travaillent avec ça. C'est ce qu'on appelle un système d'évaluation continue. On va vous demander donc de jouer avec votre télécommande comme s'il s'agissait d'un thermomètre à violence. Comment ça fonctionne? Toutes vos unités vont opérer sur une base qui va aller de 0 jusqu'à 10. À 0, c'est là où votre télécommande sera la plupart du temps, puisqu'à 0, ça implique qu'il n'y a aucune violence. Mais aussitôt que vous allez repérer un acte de violence, bien là, vous allez l'indiquer en tournant le petit bouton rotatif, ce qui vous donne des valeurs qui vont de 1 jusqu'à 10. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour tout le monde? On va donc visionner le film Terminator. Une des questions fondamentales qui a fait réveiller des générations de chercheurs, est-ce que le fait d'être exposé à un nombre incalculable d'heures, déjà, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils en ont vu une quantité relativement phénoménale, est-ce que ceci ne fait pas en sorte, en bout de ligne, qu'on est relativement immunisé contre des séquences de violence qui, autrefois, auraient littéralement traumatisé des jeunes du même âge? Ça, c'est une des questions qu'on se pose. J'ai besoin d'une minute, là. Tu essaies de me dire que cette chose peut imiter tout ce qu'elle touche? C'est peut-être mon jour de chance. Les résultats sont déjà au départ un peu intrigants. On se rend compte qu'avec la méthode de l'évaluation continue,
que dans plusieurs circonstances, les jeunes ne semblent pas percevoir autant d'actes de violence qu'un adulte le ferait ou que l'expert va pouvoir le faire. On réalise aussi que dans bien des circonstances, non seulement ils les perçoivent moins, mais l'intensité semble être beaucoup plus faible. Ça veut dire que même sur des scènes qui sont parfois extrêmes, qui sont d'une violence inouïe, les jeunes auront tendance à considérer que c'est à un niveau qui est modéré. Un exemple, la séquence qui passe en ce moment est une séquence relativement difficile à supporter. La plupart des jeunes vont y réagir, mais vont y réagir un peu tardivement. Et là, ce qu'on voit en jaune, c'est l'évaluation qui est faite par l'expert. Et là, en vert, juste en dessous, celle qui est faite par l'ensemble des sujets. Ce dont on se rend compte, c'est que l'expert va réagir beaucoup plus rapidement et va considérer que cette scène est d'intensité relativement élevée. On classe à 7 sur une échelle de 10, alors que chez les jeunes, en moyenne, on n'a pas dépassé 3,5. Alors ça, c'est une première surprise, c'est-à-dire de voir à quel point ils semblent tolérants à la violence. J'avoue que je suis troublé par ça. De manière générale, on semble constater dans la littérature scientifique des dernières années que plus quelqu'un est exposé à des scènes de violence, c'est un peu comme dans le domaine de la pornographie, plus on va se retrouver avec des besoins de stimulation qui sont plus élevés pour aboutir au même résultat. Ça veut donc dire que pour être impressionné, pour qu'il trouve que le film est spectaculaire, il faut que le dosage en termes de violence, d'action, soit de plus en plus élevé. La violence à laquelle ils sont maintenant habitués est telle que celle-ci, puisqu'ils en connaissent le caractère affectif, fait en sorte qu'ils la considèrent pas si violente que ça. Ça fait partie des questions qu'on se pose là et sur lesquelles, je pense, on devrait, comme société, très sérieusement s'interroger à accroître la spectacularisation des moindres histoires qu'on raconte. On va peut-être finir, je ne sais pas, moi, dans 2, 3, 4 ans, par nous présenter des films, mais des films qui seront franchement atroces, insupportables pour les générations plus vieilles, mais qui seront peut-être juste suffisamment stimulantes pour aller chercher l'intérêt et l'attention de ceux qui auront à ce moment-là 15, 16, 17 ou 18 ans. La raison qui explique la fréquence de la violence tient en 2 mots, marché mondial. George Gerbner est le pionnier de la recherche américaine sur les médias. Cela fait 40 ans qu'il affirme que la prolifération d'images violentes fabrique une société plus violente. Un cercle vicieux entretenu par la course au profit de l'industrie des médias aux États-Unis. Quand vous devez exporter des programmes sur le marché mondial, vous vous demandez comment le faire au moindre coût. Quand il ne faut pas trop de dialogues qui doivent être traduits, mais plutôt de l'action que tout le monde comprend, vous concluez que la meilleure solution, c'est de mettre de la violence. La violence n'a pas besoin de traduction, elle est immédiatement comprise par tous. Elle est plus facile à exporter. Alors même si aux États-Unis, les parents, les professeurs et les éducateurs dénoncent le trop-plein de violence, cette objection ne pèse pas lourd face à la rentabilité du marché mondial. Rentable économiquement, la violence a toujours été exploitée par Hollywood. Mais depuis une trentaine d'années, ces productions semblent lancées dans une surenchère avec des films où la violence est de plus en plus esthétisée, souvent gratuite, quand elle n'est pas glorifiée. Bonnie and Clyde marque un tournant dans l'histoire de la violence dans le cinéma américain. Avant Bonnie and Clyde, la violence hollywoodienne ne montre pas de sang, elle est hygiénique. Mais dans les années 60, le système de censure nationale s'effondre. Les bureaux de censure ferment les uns après les autres et les interdictions imposées aux productions d'Hollywood sont abandonnées. À la fin des années 60, le climat devient complètement différent pour les cinéastes, culturellement, socialement et légalement. Arthur Penn profite de la situation pour nous montrer la mort de Bonnie et de Clyde avec une violence encore jamais vue au cinéma. Arthur Penn filme cette scène à l'aide de plusieurs caméras qui tournent à des vitesses différentes. Il peut ainsi réaliser un montage complexe qui met en valeur leur mort violente.
Le public n'avait jamais vu cela auparavant. Ce montage rapide est une manière de frapper le spectateur, de lui faire ressentir la violence d'une façon plus explicite, à la fois par ce qui est montré à l'écran et par le style. La brutalité de cette scène est encore accentuée par le fait que le film se termine sur elle. Cette scène de Bonnie et Clyde, qui choquait les spectateurs en 1967, ne fait plus aucun effet sur le jeune public d'aujourd'hui. Ils ont déjà vu et revu cette sorte de violence. Tueur né de Oliver Stone est le bon exemple de la façon dont le style doit évoluer pour toujours accrocher le public. Au lieu d'un montage complexe avec des ralentis et plusieurs caméras, Stone mélange ici différents formats. Il met des plans penchés, cette scène de Basketball Diaries est devenue célèbre depuis qu'elle est associée à plusieurs massacres qui ont eu lieu dans des écoles. C'est le genre de scène qui semble avoir directement inspiré certains faits divers. Ici, le style esthétise et glorifie la violence. Leonardo DiCaprio prend un air viril. Il est habillé de cet impressionnant long manteau noir. Le style souligne l'aspect glamour de la scène. Les gens applaudissent. Les meurtres sont visuellement très accrocheurs. Le personnage extériorise sa colère envers ses professeurs et ses camarades. Il est dans sa bulle. Il ne sent plus rien. Il est coupé des autres. Le film exprime ses ressentiments avec éloquence. Si vous êtes un spectateur qui ressentez cela dans votre propre vie, ce film peut vous toucher au plus profond. Dans un tel cas, cette scène est redoutable. Elle enflamme les passions chez les spectateurs qui y sont prédisposés. Pour un réalisateur de films violents, il est très facile de se convaincre que le public ne va pas réagir d'une certaine façon, alors même qu'il sait parfaitement qu'il peut réagir de cette façon. S'il se produit des faits divers qui copient le film, c'est dommage. Mais cela ne saurait engager la responsabilité sociale du réalisateur. Pour lui, c'est juste une coïncidence malheureuse. Madame, Monsieur, bonjour. Du couple qui a assassiné froidement 3 policiers et un chauffeur de taxi mercredi dans la nuit à Paris, il ne reste plus que la jeune fille de 19 ans, Florence. Depuis quelques mois, Florence Ray et Audrey Aupin avaient élu domicile ici, en plein cœur de Nanterre, dans cette ancienne maison bourgeoise abandonnée qu'ils squattaient. Au premier étage, le seul habitait le grand désordre. Sur une table, encore ouverte, 2 catalogues de vente d'armes. Reste une documentation sur le film Tueur né, dont beaucoup pensent que le scénario ressemble à leur folie meurtrière. Les humains n'ont pas eu besoin, n'ont pas attendu la télévision pour tuer. Les humains, depuis toujours, tuent. Et tuer est venu avant l'écriture, est venu avant la radio, est venu avant la télévision. Donc, les médias, à ce niveau-là, pour ces gens qui sont violents, servent à montrer des recettes différentes. Mais de dire, voilà la preuve que c'est la faute des médias qu'on agresse, c'est ridicule parce qu'on a toujours agressé avant que les médias apparaissent. Et s'il y a quelque chose, aujourd'hui, les humains agressent moins, alors qu'il y a plus de médias et donc plus de violence dans les médias. Alors ce lien média-violence, c'est une association que l'on fait facilement,
mais ce n'est pas une démonstration de relation de cause à effet. Bien sûr, le lien statistique entre regarder de la violence et commettre de la violence est insignifiant. Mais il y a un lien absolu entre regarder de la violence et le fait de devenir intimidé, craintif. Le fait de penser que nous vivons dans un monde violent, un monde où nous avons besoin de la police, de l'armée. C'est un cercle vicieux. Produire de la violence conduit à avoir peur de la violence. Et c'est cette peur qui nous amène à accepter l'armée, à soutenir les guerres, à soutenir les institutions dont on croit, à mon avis à tort, qu'elles nous protègent d'une violence omniprésente. Here to open up an account. Okay, what type of account would you? I want the account where I can get the free gun. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. Once we do the background check and everything, it's yours to go. Okay. There you go, Mike. Pour le documentariste Michael Moore, la violence véhiculée par les médias américains n'est que le reflet de la société américaine elle-même et d'une certaine culture de la violence. Wow. Sweet. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? Le fond du problème est que nous, Américains, nous vivons dans une société très violente. Que ce soit de la violence individuelle ou globale, nous sommes tous coupables et tous victimes de cette violence. La violence n'est que le produit final de la peur et de l'ignorance. La combinaison de l'ignorance et de la peur est mortelle. Et aux États-Unis, une partie de la population est plongée dans la stupidité. The one round went through the victim's shin, the right part of his shin, and came out through the back of his calf. Was the dog held at all for any period of time by the police? No, it wasn't. No. In Michigan, law basically states that people can commit crimes that animals aren't. En France, vous aviez un système dans lequel vous disiez que chaque malade devait être soigné, que si quelqu'un perdait son travail, vous souffriez tous de cela et que cette personne devait être aidée. C'était votre éthique depuis des années. Et maintenant, vous commencez à rompre avec cela, avec une partie de votre âme. Vous avez commencé à devenir comme des Américains. Vous commencez à opprimer vos pauvres, à accabler les émigrés. Maintenant, votre journal télévisé commence ainsi. Cette nuit, dans un quartier de Paris, 3 Arabes ont agressé une vieille dame. Et ça apporte la peur dans le cœur du public français. Alors pourquoi en êtes-vous arrivé là? La raison, c'est que la violence s'exporte et aucun pays ne peut se protéger de cela. À Budapest, je demandais récemment à des diffuseurs pourquoi ils importaient tant de violence américaine. Leur réponse, c'est parce que c'est moins cher. 1 heure de programme importé coûte moins cher que produire 2 minutes de programme original. Alors nous envahissons le monde avec nos produits bon marché, car pour nous cela est plus rentable. Et on exporte tout ça sans jamais nous soucier de détruire ainsi la souveraineté de ces pays. Face à l'exportation de cette violence culturelle, le Canada est en première ligne. Les chaînes américaines y sont dans tous les foyers. Mais la résistance à l'invasion de cette violence importée a commencé en 1989, après un fait divers qui traumatise le pays. Un jeune homme s'introduit dans l'école polytechnique de Montréal et commet un massacre sans précédent. Il serait supposément rentré dans la salle informatique. Il serait mis à tuer tous les femmes, à viser tous les femmes qu'il y avait dans la salle. Puis il y aurait eu supposément à peu près 5 morts, c'est ce qu'on m'avait dit. 14 femmes au total sont tuées par un meurtrier dont on dit alors qu'il est gavé d'images violentes. L'émotion est telle qu'un autre coupable est aussitôt désigné, la télévision. L'événement déclenche une campagne nationale contre les images violentes, une première mondiale. Face aux producteurs et aux diffuseurs, réticents à toute contrainte, la bataille est menée par l'Autorité canadienne de régulation des médias, le CRTC,
l'équivalent du CSA français. J'étais président du CRTC au moment de la tuerie. Je venais d'arriver. Et j'ai dit à mes collègues, je ne sais pas dans quelle mesure la télévision a un rôle à jouer là, a eu un rôle à jouer vis-à-vis de ce jeune homme détraqué, mais c'est tout ce que nous faisons, c'est notre boulot, que les autres se chargent de leur ménage, nous on va regarder ça. Alors j'ai tout de suite commandé toutes les meilleures recherches médicales aux États-Unis, je les ai distribuées à nos collègues, un mois après je les ai envoyées à tous les chefs de chaînes de télévision au Canada. Il y avait une vingtaine de chaînes principales. Je leur ai dit, messieurs, comme vous savez, nous sommes totalement dévoués à la cause de la liberté d'expression, la liberté artistique. Ce n'est pas en question. Nous sommes en présence d'une question médicale. Il est indéniable, d'après les meilleurs chercheurs aux États-Unis, du monde médical, qu'il y a un impact direct et massif sur les enfants. Nous ne voulons pas agir de quelque manière que ce soit avant de vous consulter en profondeur. Marie-Ève Larivière était sortie chercher un pain lors d'une soirée chez des amis de sa mère. Elle n'est jamais revenue. Son corps a été retrouvé près d'une voie ferrée. Cet autre fait divers tragique va être décisif dans le bras de fer qui oppose l'industrie des médias aux régulateurs canadiens. Après l'assassinat de sa petite sœur, Virginie Larivière mobilise tout le pays avec une pétition contre la violence à la télévision. À la première heure ce matin, Virginie Larivière s'est assurée que sa pétition l'accompagnait. Une pétition de plus d'1 million de signatures, ça tient dans 21 grosses caisses qui, 2 heures plus tard, se sont trouvées dans le bureau du ministre Perrin Beatty. 1 283 453 signatures. Ce que veut Virginie, c'est l'élimination de la violence à la télé d'ici à 10 ans, à l'aide d'une loi qui aurait du mordant. Brian Mulroney a accepté de signer sa pétition et promis de faire pression sur les radiodiffuseurs. Et Virginie n'allait pas accepter cette réponse une deuxième fois. Chose certaine, c'est que s'ils ne le font pas de leur propre gré, les parlementaires seront là pour insister de plus en plus et davantage. Faut pas juste insister, faut passer une loi. Oui, mais si... Miraculeusement, Virginie Larivière est arrivée avec sa pétition d'1 million de signatures. Elle a été géniale. Et je pense que la dernière fois que ça a tourné un peu durement avec l'industrie, c'est quand on a essayé de bloquer ça. Vraiment, mon cher Keith, on ne veut pas avancer. J'ai dit, ou bien vous traiterez avec moi, ou vous traiterez avec Virginie. La Jeanne d'Arc de la violence à la télévision, et ce sera beaucoup plus dur. On a fait des lois pour les téléphones obscènes et puis on a fait des lois pour la littérature haineuse. Je verrais pas pourquoi pour la télévision on bloquerait là. On a réussi à sortir de là en tenant une conférence de presse, enfin les frères ennemis, tout le monde qui avait été au couteau tiré, a chanté la même chanson à la fin. On dit oui, c'est un problème grave, médical, un problème médical grave. Nous, on veut travailler ensemble, on va créer ensemble un organisme, le comité pour combattre la violence à la télévision, dont faisait partie l'industrie privée de la télévision. Outre ce comité, les fruits de la victoire sont multiples. Des publicités contre la violence, financées par le privé, et aussi la mise en place d'une technologie récente, la puce anti-violence. Ce téléviseur est équipé de la puce anti-violence. Elle est actionnée par une télécommande normale. J'appuie sur le bouton menu. Là, j'ai les options, et parmi les options, je choisis celle-ci, bloquer. J'active ainsi la puce anti-violence, et sur l'écran, il m'est demandé d'introduire un code d'accès. Avec ce code, les parents peuvent choisir un niveau d'âge et le programmer sans craindre que les enfants le changent par la suite. Au Canada, tous les programmes sont désormais classés par catégorie d'âge. Un classement affiché à l'écran, mais également encodé électroniquement au moment de la diffusion. La puce anti-violence, incrustée dans le téléviseur, lit ce signal électronique et permet de filtrer les programmes. Si une émission est classée à un âge supérieur à celui choisi, voilà ce qui se passe. Alors, quand la télévision diffuse une émission dont le niveau d'âge requis est supérieur à celui qui a été programmé grâce à la puce, ça donne ça. L'écran devient noir, le son est coupé, et tant que je n'entre pas mon code d'accès, cela reste ainsi aussi longtemps que dure l'émission.
Il s'agit de mettre le pouvoir de censure non pas entre les mains du régulateur, ni entre les mains de l'industrie, des chaînes, mais entre les mains des parents. C'est encore mieux, non? Et ça permet de faire ça avec une précision énorme. Mais pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait un code assez clair et ferme qui est encodé dans la puce anti-violence. Lancée depuis 3 ans, la puce anti-violence équipe déjà 500 000 téléviseurs canadiens. Un guide, élaboré en commun par l'ensemble des chaînes, définit les catégories d'âge. Chaque chaîne est ensuite responsable de la classification des émissions qu'elle diffuse. À Radio-Canada, télévision publique, Louise Dupuis est chargée de ce travail sensible. C'est mort dans ses yeux. T'as l'air fatigué, petit. Il y a quelque chose qui t'empêche de dormir. Bon, t'es comme moi, hein? T'es une grande fidèle. Actuellement, je visionne un téléroman, ce que vous appelez un feuilleton en France. Et c'est une émission qui a été classée 8 ans et plus. Marcel, c'est quoi qui t'empêche de dormir? Voyons, c'est ça! Non, donne! Non. Ce qui t'empêche de dormir, c'est ce que t'as envie de faire avec ça. Hey, c'est un fou. Ça vaut rien, ce petit? Dans une classification 8 ans, ce qui fait la différence, c'est que de 0 à 8 ans, les enfants, généralement, ne font pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, une forme de violence verbale, justement, comme on retrouve dans cet épisode-là, pourrait envoyer des messages confus aux plus jeunes téléspectateurs qui ne différencient pas la fiction de la réalité. Ils peuvent peuvent prendre des propos au sens propre, au premier degré. Mais c'est quand même toute une lame, ben pointu. C'est pour me défendre puis défendre le Vox. Oui, c'est normal, il faut que tu te défendes. Et pour ça, il n'y a rien comme un couteau, hein? C'est quoi, je sais que t'es pas d'accord, mais c'est pas tes affaires. Tabarnak, je voudrais pas être en place de corbeau, moi, non. Hey! La scène est longue, le climat de tension est élevé. C'est un moment qui est très intense, mais c'est pas la violence qui est intense. C'est l'interaction entre les deux. Ça crée quand même une certaine tension chez le téléspectateur, mais par contre, ce qui fait que un classement de 13 ans serait trop élevé dans le cas de cet épisode-là, c'est qu'il y a un contrepoids dans les propos du personnage du cuisinier. Là. Il y a un contrepoids considérable à la violence. Leçon numéro 3. Une arme se retourne toujours contre soi. Tabarnane, comment t'as fait ça? J'ai commencé par couper des tonnes de céleri. Les jeunes téléspectateurs de 8 ans et plus vont se rendre compte que oui, ça fait partie de la vie, malheureusement. La violence, il y en a, mais c'est aussi démontré que c'est pas une façon de régler les conflits. Et donc, dans ce cas-ci, ça peut même être utile. Alors, c'est pour ça que le classement 13 ans serait trop élevé à ce moment-là. Parce qu'il peut même servir pour les jeunes de 8 à 13 ans. Dire non, c'est pas comme ça qu'on règle les conflits. C'est un peu comme l'alcool. L'alcool, elle est consommée par la majorité des gens de façon correcte, mais elle est néfaste pour les alcooliques. Et dans ce sens-là, la violence dans les médias est probablement un élément utile, agréable pour la majorité des gens, mais néfaste pour une minorité. Et donc, on a à décider jusqu'à quel point on diminue la liberté d'expression pour protéger un certain nombre de personnes qui vont souffrir de cette liberté d'expression. Au Canada, le fruit le plus précieux de ce débat national est le lancement d'une campagne d'éducation aux médias dans les écoles. Au Québec, cet enseignement est même obligatoire en primaire. Moi, si je vous demande, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui se considèrent comme violents et violentes, vous m'avez tous répondu non. J'étais certaine qu'en vous demandant cette question-là, vous alliez faire cette réponse-là. Moi, violent?
Ben non. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas violent parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas décidé de faire sauter l'école, vous n'avez pas d'arme à feu sur vous, vous n'avez pas l'intention de battre quelqu'un. Alors, pour vous autres, vous considériez que vous n'étiez pas violent. Mais je vous ai demandé, est-ce que ça vous arrive des fois de vous moquer des autres, de rire des autres? Et vous m'avez répondu oui, majoritairement. Alors ça veut dire que vous êtes capable de petites violences, mais pas les grosses violences, les paf-paf, t'es mort, les boum, t'exploses, les pif-paf-pouf, tu revoles. Ça, c'est les grosses violences. Joanne Arsemeau fait partie de l'association TRO, qui regroupe depuis 10 ans des enseignants, des éducateurs et des bénévoles. Cette association a pris le parti de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, à la violence dans les médias. Elle touche chaque année 150 000 élèves. Et là, on s'est dit, on l'a trouvé le coupable. Hein? On l'a trouvé le coupable. Et on l'a appelé la télévision. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui pourraient m'en donner des preuves de violence à la télévision? Oui, mon grand. Jackie Chan. Jackie Chan, tu trouves que c'est une émission violente? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Il y a beaucoup de batailles. Il y a des films d'action comme Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. On veut tout simplement les éduquer à la non-violence et au respect. On ne veut pas interdire rien aux enfants. On veut seulement leur faire prendre conscience que lorsqu'il y a abus de ces émissions-là et de ces jeux-là qui sont très violents, que oui, ça peut avoir une influence sur leur comportement. Et lorsqu'on leur demande en atelier ou en conférence, est-ce que pour toi, tu penses que ça t'influence sur ton comportement? Les jeunes sont très, très, très sincères et nous le disent. Oui. Et ils sont contents de nous montrer que oui, la violence les influence, puis que c'est quelque chose qu'ils sont habitués. L'association TRO met à la disposition des enseignants différents supports pédagogiques. Elle publie des revues, a créé son site Internet et réalise des cassettes vidéo où la parole est donnée aux enfants. Mohamed, c'est quoi pour toi la violence? La violence, pour moi, c'est quelqu'un qui frappe quelqu'un, c'est violence verbale. C'est quoi l'affaire la plus violente que tu as vue à la télévision? Des films violents. Ou comme le nouveau film de Mel Gibson. Ici à l'armée, là, il se lançait, là, la bombe rentrait dans son corps. Là, tu voyais toute sa bouche, elle brûlait. Puis il était en train de le tirer pour le mettre dans l'avion, pour le transporter, pour aller les blesser. Là, toute sa peau a été arrachée par le monde. La violence, il y en a plein. Il y en a trop, même. Est-ce que pour toi, tuer, c'est un jeu? Non. Mais dans les jeux vidéo, oui, c'était un jeu. Mais en vrai, non, je tuerais jamais quelqu'un. Moi, j'aime pas ça, les jeux, quand il faut au moins qu'il y ait un petit peu de violence, pour moi. Parce que d'abord, j'aime pas ça. Moi, des fois, je regarde des films violents, mais la nuit, je regarde pas beaucoup de films violents, parce qu'après, ça me fait peur. J'aime pas ça, moi, de la violence, parce que ça me fait mal en dedans quand je regarde des films violents. Aux États-Unis, l'industrie hollywoodienne reste sourde aux campagnes anti-violence. Pour contourner cet immobilisme, une initiative originale a vu le jour dans l'Utah, au cœur du pays mormon. L'entreprise Cleanflix a eu l'idée de remonter les films en les épurant des scènes qu'elle trouve les plus choquantes. Salut Doug, comment ça va? Salut John, je viens de finir le film Nous sommes soldats. Ici, quand les types commencent à se parler, évidemment, j'ai dû couper les sous-titres. Obviously. Need to be cut out. Putain de chaleur. Putain de pays. On a supprimé toute cette scène et on a coupé ça aussi, à cause du sang. Et là, quand la bombe éclate, on a aussi enlevé cette scène. Nous avons coupé beaucoup, c'est bien. Et voici ce que donne cette même séquence, une fois retaillée. Vous voyez quelque chose? Rien, mon capitaine. C'est mieux comme ça, non? Bien mieux. C'est encore vraiment très fort pour un film de guerre. Bon travail. Merci.
Nous coupons également les scènes de sexe, de nudité, comme dans Titanic. C'est avec Titanic qu'on a lancé notre business de remontage. Voilà la scène où elle pose nue pour Leonardo DiCaprio, qui la dessine. Avec Titanic, Cleanflix nous offre la version mormone de Cacher ce sein que je ne saurais voir. Head down. Eyes to me, keep them on me. On a gardé quand elle lui dit qu'elle aimerait avoir un nu d'elle, comme les autres jeunes filles. Il dit juste « OK ». Et après, nous avons mis un beau fondu enchaîné et on raccorde avec la scène où elle a déjà fini de poser et reçoit le dessin. Le succès de Cleanflix est spectaculaire. En à peine 3 ans, l'entreprise a déjà ouvert des magasins vidéo dans 18 États américains. Son catalogue est riche de 400 titres. Il recense aussi bien des sorties récentes que des grands classiques. Ces vidéos expurgées des scènes à contenu violent ou sexuel rencontrent aux États-Unis une demande qui va bien au-delà de la communauté mormone. Ici, bien sûr, c'est la région des Mormons, parce que nous sommes en Utah. Mais nous ne sommes affiliés à aucune église. Nous nous adressons à tout le monde. Vous pouvez aller au cœur de l'Amérique chrétienne, dans une communauté juive ou catholique ou mormone. Chacune de ces communautés défend des valeurs familiales. Et ce sont ces valeurs familiales qui poussent les gens à venir dans un magasin comme le nôtre. Nous ne voulons pas que nos enfants regardent des films contenant du langage ordurier ou des blasphèmes. Nous ne laissons pas nos enfants dire « Oh mon Dieu !» Alors nous n'allons pas amener chez nous des films où il y a ce genre de blasphème. Ce serait hypocrite. Je suis très visuelle. J'ai tendance à absorber facilement la violence, le sexe, les gros mots. Et cela me hante et je ne veux pas être hantée. C'est comme la nourriture. Je fais attention à ce que je mange et je veux aussi faire attention à ce qui nourrit mon esprit. Quelques réalisateurs comme Scorsese ou Spielberg ont protesté contre cette forme de censure. Mais Cleanflix a trouvé la parade en exploitant les failles de la loi sur le droit d'auteur. Ici, la loi m'autorise à en avoir un pour un. C'est-à-dire que si j'ai la copie originale, je peux en faire ce que je veux du moment que je paye l'original. Nous achetons les originaux un par un dans le commerce. C'est la raison pour laquelle notre affaire n'est pas si lucrative que ça. Nous n'avons pas de licence dans ce secteur. Nous devons donc acheter le film comme n'importe qui et ce n'est qu'ensuite que nous pouvons faire ce que nous voulons pour notre usage privé. En fait, nous gardons la même boîte. Si vous regardez à l'intérieur, c'est bien l'original de Fast and Furious. On prend notre version remontée et on la copie sur la version originale. La France n'échappe pas plus que les autres pays à l'importation massive des images américaines. Mais les chaînes, déjà soumises à une signalétique anti-violence et à des contraintes horaires de diffusion, filtrent aussi elles-mêmes les images violentes. À TF1, Annick Pex a la tâche délicate de nettoyer toutes les séries qui sont diffusées l'après-midi. Tu répètes, j'ai pas encore fini avec toi. Regarde-toi quelle est ta famille de cuisine. Voilà, alors là, hop, tu appuies. Oui. On reprend là. D'accord. Donc t'as le couteau, t'as le gaz, t'as tout un... Voilà, alors on a donc ce mari qui est flic, c'est un pré-générique, le mari est flic, il est en train d'appeler un copain, sa femme arrive, déjà je trouve qu'elle a une tête de femme battue, soumise, exploitée et autres. Il dit j'ai une affaire à régler parce qu'elle l'a interrompu pendant son coup de fil. Et à ce moment-là, j'ai une petite affaire à régler. L'affaire à régler, c'est tabasser sa femme de façon quand même assez méchante, puisque quand même il veut lui brûler la figure avec le gaz. Donc ça me semble quand même... Puis bon, il la claque violemment contre le placard. Donc ça dure en tout et pour tout très peu de temps. Donc je revois la scène, je décide de la couper. Pas besoin de cette violence conjugale. Après on apprend par la femme qui a tué son mari que son mari l'a tabassé. Donc l'image là est superflue. D'abord, elle n'est pas...
Je trouve qu'elle n'est pas idéale pour un public de jeunes enfants. Et puis, elle n'apporte rien à l'histoire, voilà. Ça reste complètement cohérent. Je ne dénature absolument pas l'œuvre, jamais. Je ne dénature... Enfin, je travaille avec un monteur, on ne dénature jamais l'œuvre. 20 secondes, c'est comme enlever une ride, hein. C'est tout. Je taille pas... Je gomme ce qui me semble vilain. Je gomme. Voilà. Eraser. Voilà. On quitte la violence conjugale pour la violence des bars. Les incendiaires ont gagné la bataille de la Saint-Sylvestre à Strasbourg. Officiellement, 43 voitures ont été brûlées sur toute l'agglomération. Diffusés aux heures de grande écoute, les journaux télévisés sont assujettis eux aussi à la course à l'audience. Une contrainte qui les conduit parfois à montrer de façon spectaculaire la violence du monde et de la société. La polémique a rebondi en France avec le traitement souvent caricatural d'une violence spécifique, celle des banlieues. Les jeunes, ils brûlent les voitures parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se manifester. Ils se manifestent par ce fait, c'est-à-dire par la violence. Échappant à toute réglementation, le contenu des informations télévisées ne repose que sur le sens des responsabilités des rédactions. Celle de France 3 Île-de-France a pris une initiative récente pour parler autrement de la vie des cités, en créant ce qu'elle a baptisé la Commission banlieue. Ce qu'on a voulu faire avec la commission banlieue, c'est donc vérifier ce qui était un certain nombre de présupposés de départ et en même temps se donner des conditions nouvelles pour être meilleurs, pour éviter que d'abord on ait des problèmes et deuxièmement pour faire en sorte que nous soyons dans une pratique professionnelle différente de celle des autres. Il y a ceux qui passent un peu comme Attila, qui viennent filmer les voitures brûlées et puis qui redisparaissent, ils laissent le sol brûler. Et puis il y a ceux qui essaient d'y rester pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et puis qu'est-ce qui se joue aussi au quotidien dans ces banlieues, parce qu'il n'y a pas que des voitures brûlées. Pour aller au-delà des clichés sur la violence des cités, Karine et Christine disposent désormais, grâce à la commission banlieue, de l'outil journalistique le plus précieux, du temps. On a envie de pouvoir venir faire des sujets de façon normale, sans être obligé de se planquer, de recevoir des pierres et tout. Donc on se dit que le plus sympa, c'est de venir en discuter avec vous, de passer, d'expliquer ce qu'on fait, quoi. Nous, on n'est pas là pour faire du sensationnalisme, on veut vraiment faire des sujets de la vie quotidienne, ce qui se passe. On se dit que si on vous connaît mieux, si vous nous racontez comment ça se passe, on dira moins de bêtises, quoi. Dans les quartiers, il y a des gens qui en veulent, il y a des gens qui sont super bien, il y a des gens qui travaillent pour remodeler cette image qu'a le quartier, mais ça c'est difficile, vu qu'on médiatise que les faits divers, quoi. Quel que soit le type de sujet qu'on voulait faire dans certains endroits, quand on arrivait avec une caméra, même si elle était en bandoulière, on ne pouvait pas. Et ça, nous, on ne peut pas accepter qu'il y ait des endroits où on ne peut pas tourner, c'est inacceptable. Est-ce que vous, la télévision, quand ils viennent ici faire un reportage, ça vous énerve ou il y a des choses on qui les sont voit pas déjà la voiture, déjà, la caméra elle est cachée, voilà, on voit jamais rien, quoi. Ben, nous, on refuse de tourner dans la voiture. Et ça, vous trouvez ça normal ou ça fait un petit peu trop sauvage, on dirait qu'on est des sauvages, on les voit passer en voiture, ça fait... On sait même pas si c'est des policiers, des journalistes, on sait même pas. On voit juste des caméras à travers une fenêtre, à passer. Ils se sont fait avoir plusieurs fois par des journalistes, enfin se faire avoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ressenti le reportage comme relatant vraiment leur quotidien, donc maintenant ils se méfient beaucoup, quoi. À chaque fois qu'on arrive, il y a un précédent. Ils vont nous dire c'est France 2 qui a fait un sujet, c'est TF1 qui a fait un sujet qui n'allait pas du tout, c'est même un magazine mais qu'ils n'ont pas aimé du tout, donc ils sont très très méfiants. Dans le monde d'aujourd'hui, compte tenu de la place que les médias ont prise, et notamment les télévisions, nous offrons tous les jours, comme ça, une espèce de petite lecture du monde, des images, des impressions, qui à la longue font leur effet. Quand les Français se réveillent en croyant qu'ils sont tous menacés par je ne sais quelle insécurité galopante, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est vrai qu'il y a de l'insécurité parfois, mais c'est vrai aussi que cette insécurité-là, ils l'ont vécue par médias interposés. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des gens qui vivent au fin fond de la France profonde, comme on dit aujourd'hui, me disant il y a de l'insécurité partout. Je leur dis mais j'ai pas entendu dire qu'il y avait eu ici le moindre problème. Et ils me disent mais non, mais on l'a vu à la télé. Et ça, c'est la phrase qui tue. C'est la phrase qui tue. Alors je crois qu'effectivement, oui, on a une petite responsabilité.
Et c'est cette petite responsabilité-là qu'on revendique et qu'on essaie d'assumer. En France, l'autorité de régulation est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce gendarme des ondes veille notamment au respect de la protection de l'enfance contre les images violentes. Au nom de cette mission, le président du CSA, Dominique Baudis, s'est lancé dans une campagne publique pour interdire la pornographie à la télévision. Une interdiction qui est la règle dans les autres grands pays européens. Le dossier de la rentrée, pourquoi vous voulez interdire le porno? L'enfant qui voit une émission violente ou une émission relative à question de sexe, mais à 10h, 11h du soir, avec les parents, les parents peuvent parler. Le gosse de 10 ans qui regarde un film porno, évidemment, le lendemain, il ne va pas dire à ses parents, tiens, j'ai vu un film porno, mais alors c'est vraiment comme ça, toujours que ça se passe. En revanche, il en parle avec ses copains dans la cour de récréation. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce sont les enseignants qui ont été les premiers à nous alerter sur cette question. Dès lors que nous avons eu sous les yeux des chiffres prouvant que les jeunes écoutaient massivement, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont estimé qu'il fallait en tirer les conclusions. On ne peut pas faire la politique de l'autruche. Et il faut que les adultes, la société, prennent ses responsabilités à l'égard des enfants. Et on ne peut pas accepter que des générations entières soient sacrifiées au confort des adultes. Parce que quand on diffuse, il y a toujours des enfants devant l'écran. Je rentrais d'une soirée, je rentre sans faire du bruit. Je trouve les gamins allongés, couverture sur le dos. C'était au mois d'avril. Et absorbés complètement par ce film. Le film porno. Je rentre, ils n'ont même pas aperçu que j'étais devant la porte. Et j'étais étonnée que c'était calme, la lumière éteinte et tout. Je regarde, je trouve la scène assez horrible. J'allume la lumière, j'arrête le TPS. Montez, on va régler le problème demain matin. Point. On a en parlé le lendemain et ils ont trouvé que c'était naturel. Maman, c'est rien, ça c'est naturel. Ça c'est autorisé pour les adultes. Alors dans leur tête, ils vont penser pourquoi c'est intéressant pour les adultes, pas pour nous. Faut qu'on voit. Tous les spécialistes de l'enfance s'accordent. La pornographie est bien une forme de violence. Mais suffit-il d'interdire les films X à la télévision alors que les images pornographiques se répandent sur tous les supports, cassettes, DVD, publicités, magazines ou Internet ? Les 5 premiers mots qui vous viennent immédiatement à l'esprit quand je vous dis le mot pornographie. Donc je vous demande de bien jouer le jeu. Là, tout de suite, j'imagine qu'il y en a déjà un ou deux mots qui est arrivé. Vous les écrivez. Et puis les 3 autres mots, je vous laisse quelques minutes pour les chercher. Claude Rosier, médecin scolaire, organise depuis 15 ans des séances d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées. Une façon exemplaire de prévenir, par la parole, l'impact grandissant des images pornographiques sur les jeunes. Est-ce qu'on peut imaginer que les films pornographiques peuvent servir d'éducation à la sexualité, par exemple? Non. Pas du tout. Ben si, quand ils sont jeunes, quand ils connaissent rien d'autre, ça leur donne une image. Quand c'est la première image qu'ils ont, c'est celle qu'ils vont retenir, quoi. Ils peuvent se faire de fausses idées. Enfin, dans les films, il y a une image un peu dégradante de la femme. S'ils pensent, ils vont penser ça, quoi. Et bah, ça va leur jouer des tours, peut-être. Alors moi j'ai surtout été alertée il y a 4-5 ans. Je trouvais que de plus en plus de questions tournaient autour des pratiques, avec des noms de pratiques qu'on ne trouvait pas ou qui n'étaient pas quelque chose dont on parlait de façon, par exemple le fist fucking, des pratiques qui n'étaient pas habituelles et qu'on voyait apparaître comme ça. Donc j'ai essayé de voir un petit peu comment ils avaient connaissance de ces pratiques et c'est à travers ça que je me suis rendu compte qu'ils avaient surtout un accès à la pornographie de plus en plus facile. Par contre, je pense que tous les adolescents n'ont pas la possibilité de pouvoir verbaliser ou réfléchir sur ce qu'ils ont vu, soit parce qu'ils ont une certaine culpabilité d'avoir vu des films, donc ils ne vont pas en parler aux adultes, soit parce qu'ils n'ont pas autour d'eux des adultes qui vont les écouter sur ce sujet-là. En France, pour une mère de famille submergée par le déferlement d'images violentes, il y a peu d'occasions de trouver des réponses à ces inquiétudes. Seules de rares initiatives privées, comme ce télétroquet organisé par l'association Les Pieds dans le PAF,
propose aujourd'hui un début de solution. Se retrouver entre téléspectateurs pour parler. L'idée, c'est de parler de télé, quoi. Donc voilà, ensemble. Parce que c'est vrai que maintenant, la télévision, elle a tendance à isoler. Une époque, on partageait la télévision en famille, etc. Donc sans être nostalgique, hein, mais maintenant, c'est vrai que la télévision a tendance à isoler. Maintenant, on a trois télévisions par foyer. Et donc le TV Troquet, l'idée, c'est essayer de se retrouver aussi autour des images, de ce qu'on regarde, etc., à discuter. Voilà, donc le TV Troquet, il a juste cette prétention-là, quoi. Chez nous, on regarde maintenant le journal télévisé, maintenant qu'on n'est plus que tous les deux. Du temps des enfants, on n'a jamais regardé la télé, c'était l'heure du repas, on était au repas. Il n'y avait pas le journal télévisé déjà, c'était, je pense, une bonne chose, parce que le journal télévisé, c'est ce qu'on disait là tout à l'heure, on reçoit l'information, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est dur, quoi, quand on entend, oui, une gamine de 13 ans a été tuée, un enfant a subi un accident, il y a 3 morts parce que la Brinks a été... Enfin bon, il y a des choses, on dit derrière le mot, il entend des trucs, quoi. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, c'était de la folie, quoi. Tout ce qu'on s'est posé comme question. Et je veux dire, il y a bien un choix là de dire je coupe ou je zappe, qu'est-ce que je fais par rapport à mes mots, mais par rapport à moi-même, est-ce que je me repasse 3 fois la boucle de il y a effectivement 2 avions qui sont rentrés dans les Twin Towers, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Je suis pas d'accord, il n'y a pas que le journal qui est agressif, hein. Parce que moi j'ai des gamins, et quand je vois les dessins animés qui voient mes enfants maintenant, et que j'ai vu en étant jeune, il y a une différence. Hein. Les dessins animés maintenant, c'est que des combats qui poussent les enfants à se combattre entre eux. Ah, mais qui branche le bouton? Qui appuie sur le bouton, madame? Les enfants. C'est les enfants. Bah, alors supprimez la télévision à la maison si vous voulez plus qu'ils regardent ce genre d'image. Pourquoi avez-vous la télévision? Si vraiment vous on ne pensez peut pas que c'est enlever trop la télé. Si on enlève la télé, ils vont y aller faire autre chose. Je préfère qu'ils regardent la télé que d'y aller ailleurs. Parce que je sais très bien que dehors aussi, c'est pas sécurisant. Je préfère qu'ils restent à la maison en train de regarder la télé, mais là au moins je sais qu'ils sont à la maison, ils ne sont pas ailleurs. Autour des images, on s'aperçoit que ce qui fait problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas suffisamment d'interlocuteurs. Ils se font leur petit cinéma autour des images qu'ils voient. Ils sont éventuellement amenés à penser que des images qu'ils voient peuvent tenir la solution qu'il leur suffirait d'adopter dans la réalité pour se sortir de leurs difficultés, alors qu'en fait, il est beaucoup plus important que jamais de parler, que chacun parle des images qu'il voit à des interlocuteurs. Alors vous voyez, si on prend la crise de la famille et la crise des images toutes les deux ensemble, eh bien on s'aperçoit que peut-être la solution à la crise des images, ça serait aussi la solution à la crise de la famille. Que les gens parlent beaucoup plus des images et ils auront beaucoup plus de liens entre eux, beaucoup plus de communication entre eux, et la famille sera plus vivante si à l'intérieur de la famille, on parle plus des images. Éduquer aux images pour sauver la famille. Aux États-Unis, c'est le pari de l'Institut national pour les médias et la famille. Cette association a choisi de s'adresser directement aux parents pour les aider à éduquer eux-mêmes leurs enfants. Celui qui raconte l'histoire est celui qui définit la culture. Cela signifie que la télévision est notre nouveau conteur d'histoire. Autrefois, les traditions étaient transmises oralement par les anciens qui racontaient des histoires aux enfants. Les traditions d'une tribu ou d'une nation étaient transmises de cette façon. De nos jours, le conteur d'histoire, c'est la télévision. Et c'est effrayant. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous transmet? Quelle valeur nous donne-t-elle? La télévision est très puissante. Plusieurs fois par an, cette association invite des parents à suivre des séminaires de formation pour les sensibiliser au contenu, aux techniques et au pouvoir des médias. Leur méthode favorite, montrer aux participants des images chocs. Cet extrait montre des jeunes adolescents imitant le héros de leur émission favorite, Jackass, un spécialiste des cascades aussi stupides que dangereuses. Ces jeunes se sont filmés eux-mêmes, pensant se faire de l'argent en revendant leur œuvre. Un
Un jeu pour faire comme à la télé, mais qui tourne au drame pour l'un d'entre eux. Tom decided to try his own version of a jackass stunt where the host of the show turns himself into a human barbecue. That's when things went terribly wrong. He doused his hand with bug spray. And when the fire didn't go out, he tried to extinguish it against his chest. That's when his T-shirt ignited. His friends didn't realize he was seriously hurt. Tom had second and third degree burns over his chest and had to undergo 2 months of excruciating treatment, including 2 skin graft surgeries and physical therapy. He still has years of treatment ahead. Okay. Quelqu'un veut faire un commentaire? Je veux les choquer car je veux les éduquer. Je veux qu'ils prennent conscience de la puissance réelle des médias pour qu'ils apprennent à les utiliser à leur avantage et à faire leur propre choix. Ils réalisent qu'on ne peut pas tout censurer, mais qu'ils doivent parler aux enfants de ce qu'ils voient. Ils doivent choisir les valeurs qu'ils veulent leur transmettre au lieu de rester passifs et de laisser les médias diffuser leurs propres valeurs, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. À la fin du séminaire, chaque participant reçoit un rapport sur son comportement face à la télévision. Il peut comparer ses habitudes avec la moyenne nationale. Mais surtout, l'association lui prodigue des conseils personnalisés pour apprendre à mieux regarder la télévision avec ses enfants. Peut-être que je protège un peu trop mon fils. Quand il y a des informations, je lui fais parfois éteindre le poste lorsqu'il parle de choses horribles. Peut-être que je ne communique pas assez avec lui. Vous vous êtes dit, je suis consciente de ça. Je sais que j'ai fait ce choix. Ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais lorsque vous êtes consciente d'un choix et de ses conséquences, cela vous rend libre de faire un autre choix. Mais vous en savez plus maintenant. Bonjour chérie. Salut, alors, comment c'était? Bien, nous avons eu beaucoup d'informations. Ça, ce sont les tests que j'ai faits. Et derrière, ce sont les conseils qu'ils nous donnent en fonction de nos réponses. En ce qui concerne surveiller ce qu'ils regardent, nous avons un bon score. Pour ça, nous sommes plutôt bons. Par contre, nous ne lui expliquons pas suffisamment pourquoi nous lui interdisons certaines émissions. Oui, on devrait lui expliquer un peu plus. Cela t'aiderait, tu crois? Oui. Tu n'as vraiment aucune idée de pourquoi parfois nous t'empêchons de voir certaines émissions? Tu comprends pourquoi on te dit ça parfois? Non. Malgré déjà un demi-siècle d'existence, la relation entre la télévision et la famille demeure passionnelle. Et comme toutes les histoires d'amour, elle nous rend parfois aveugles. La télévision est un excellent bouc émissaire. Lorsqu'on est face à des problématiques qui sont complexes et pour lesquelles la recherche est malheureusement, à mon avis, incapable d'amener rapidement des réponses claires, il faut bien qu'on essaie de se rassurer en trouvant des coupables. Les coupables les plus faciles sont en général ces coupables, mais qui touchent simultanément de grandes franges de population. Et les jeunes, par qui sont-ils touchés? Avant tout par la télévision, par le film, qui les rejoint de manière colossale aujourd'hui. Et demain, ce sera par Internet. Le taux de pénétration, il est en progression constante. Et je suis convaincu qu'on va faire d'Internet une cause probablement tout aussi importante que la télévision de tous les maux que l'on rencontre dans notre société.